Imaginez-vous dans votre restaurant préféré en mangeant une grande portion de votre plat de pâtes favori. Vous avez tout mangé et vous n'avez plus faim. Vous terminez le repas et la personne qui vous sert vous demande si vous souhaitez encore plus de pâtes. Bien évidemment, vous lui répondez que vous n'avez plus faim et que vous n'êtes pas intéressé. Cette même personne vous propose par la suite votre dessert préféré. Si vous êtes comme moi, vous acceptez immédiatement la proposition. Pourtant, vous n'aviez plus faim. Vous aviez assez mangé, trop même. Vous ne voulez plus manger de pâtes, mais surprise, vous acceptez le dessert sans hésiter. Les mécanismes biologiques qui régulent la prise alimentaire, la satiété, les comportements et ultimement le poids corporel sont complexes et sont, la plupart du temps, influencés par notre cerveau. Pour nous aider à y voir plus clair là-dessus, nous avons invité un collègue qui s'intéresse à la neurobiologie et au rôle du cerveau dans la régulation du bilan énergétique et du poids corporel. Le docteur Alexandre Caron est professeur agrégé à la Faculté de pharmacie de l'Université Laval, où il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en pharmacologie neurométabolique. Il est également chercheur à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Financé par Diabète Canada, la prestigieuse Bourse Banting des Instituts de recherche en santé du Canada et les National Institutes of Health, le professeur Caron a développé une solide expertise en neurométabolisme. Ses travaux de recherche visent l'obtention d'une meilleure compréhension des mécanismes pathophysiologiques menant au développement du diabète de type 2 et à l'obésité. Son laboratoire combine des techniques de génétique moléculaire, de neurobiologie et de phénotypage métabolique de pointe et vise à développer de nouvelles stratégies pharmacologiques pour combattre les maladies métaboliques. Il a récemment obtenu le prix Jeune chercheur Jean Davignon du Réseau de recherche en santé cardio-métabolique, diabète et obésité, un prix destiné aux jeunes chercheurs québécois s'étant démarqués dans leur début de carrière. C'est donc avec beaucoup de plaisir que nous le recevons aujourd'hui afin qu'il nous présente sa conférence intitulée Décoder les circuits neurométaboliques qui influencent le poids corporel. Merci Benoît pour l'introduction. Je tiens à te féliciter, toi et Marie-Claude, là, d'avoir pris l'initiative de créer cette série de webinaires, Les voies métaboliques. C'est vraiment intéressant. Ça permet aux chercheurs comme moi de faire connaître nos intérêts de recherche puis nos travaux de recherche dans, espérons-le, un vocabulaire qui va me permettre de rejoindre tout le monde. Euh, comme Benoît le disait, octobre, c'est le mois de la sensibilisation à l'obésité. Donc, je suis encore plus honoré d'être ici dans le sens que c'est le mois dans lequel c'est important de parler d'obésité. C'est important d'apprécier que les patients qui vivent avec une obésité vivent avec une maladie chronique complexe qui doit être respectée. Et je vous invite, là, si vous n'avez pas eu la chance de lire quelques témoignages, à prendre le petit code QR ici, à aller voir le site de la Fondation où vous allez voir les différents témoignages de personnes qui vivent avec l'obésité. Des fois, ça nous rappelle un peu l'importance de mieux comprendre là, cette physiopatho-là. Donc, mon laboratoire, comme Benoît le disait, s'intéresse beaucoup à la neurobiologie de l'obésité. On s'intéresse d'abord et avant tout aux circuits métaboliques impliqués dans le contrôle du poids corporel, en particulier la prise alimentaire, mais également la dépense énergétique. Et au-delà de ces circuits centraux-là, ce qui nous intéresse beaucoup, ben, c'est la manière dont le cerveau communique avec les organes périphériques, en particulier le tissu adipeux, mais également le foie. Pourquoi le tissu adipeux? Ben, c'est une grande réserve d'énergie. Il y a beaucoup de signaux métaboliques qui sont produits par le tissu adipeux pour informer le cerveau sur nos statuts nutritionnels. Et en réponse à ces signaux-là, le cerveau prend des décisions en lien avec notre prise alimentaire, par exemple. Et pourquoi le foie? Ben, le foie, c'est un organe qui est capable de répondre là, au statut nutritionnel en produisant différentes hormones, différents nutriments que le cerveau, entre autres, va pouvoir utiliser là, pour fonctionner. Et donc, notre recherche est vraiment basée sur la prémisse que l'obésité, ben, c'est une maladie du système nerveux qui va résulter d'une mauvaise communication entre le cerveau et les différents organes métaboliques. Donc, aujourd'hui, je vais vous dresser un peu le portrait global de comment on approche l'obésité au niveau des circuits neurométaboliques. Donc, les objectifs aujourd'hui, c'est vraiment, dans un premier temps, de comprendre l'importance du cerveau dans la physiopatho et le traitement de l'obésité, de connaître les circuits neurométaboliques qui sont impliqués dans le contrôle de l'appétit. Je vais
surtout focusé sur la leptine et le GLP-1. Et finalement, j'espère vous faire apprécier l'importance de la recherche fondamentale en obésité. Euh, OK. Donc, je commence en vous présentant un chiffre. Donc, 4 320 milliards ou 4,32 trillions ou 13, une succession de 13 chiffres pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas. Donc, c'est le chiffre astronomique là, qui devrait représenter l'impact économique annuel du surpoids et de l'obésité d'ici 2035 euh, selon l'Atlas d'obésité 2023. Donc, c'est un chiffre qui est associé, bien entendu, au coût de santé associé au surpoids et à l'obésité, mais également à tous les frais là, qui sont associés à la perte de productivité. D'autres chiffres importants, je pense, qui valent la peine d'être mentionnés. En 2020, on estimait que 38% de la population mondiale vivait dans une situation de surpoids ou d'obésité, et ce chiffre est prévu pour atteindre là, le chiffre impressionnant de 50% de la population d'ici 2035, soit 4 milliards d'individus qui vont vivre en surpoids ou en situation d'obésité si il n'y a pas de prévention puis d'amélioration qui se fait là, au niveau de la prise en charge de cette pathologie-là. Ce qui nous amène aujourd'hui à une situation où, en fait, il y a tout autant de personnes en situation de surpoids qu'en situation de poids normal aux États-Unis. C'est la première fois de l'histoire où on voit ces lignes-là qui se rejoignent. Donc, le jeune Américain moyen en date d'aujourd'hui est en surpoids. Il y a plus d'individus en surpoids ou en situation d'obésité qu'il y a d'individus avec un poids normal. Donc, pourquoi c'est important de comprendre la maladie, puis l'obésité, puis de s'y attaquer? Bien, l'obésité, c'est vraiment la racine de plusieurs maladies, notamment le diabète de type 2, mais également les maladies hépatiques comme la stéatose hépatique, les maladies cardiovasculaires, la dépression, l'apnée du sommeil, l'infertilité et plusieurs types de cancers. Et comme dans tout, quand on veut s'attaquer à un problème, mais c'est toujours mieux de s'attaquer aux racines tout d'abord et donc de s'attaquer au surpoids et à l'obésité. Ça va nous permettre d'enrayer plusieurs maladies importantes, là, notamment le diabète de type 2 qui, comme vous le savez probablement, a évolué là, main dans la main avec l'obésité au cours des années. Si on regarde les statistiques américaines, ce qu'on constate, c'est que depuis les années 90, il y a vraiment eu une épidémie de diabésité, donc d'obésité, de diabète qui se sont développées. Ce qui était en fait, les deux choses importantes à apprécier ici, c'est que non seulement il y a eu une évolution considérable des deux pathologies, mais on peut constater que les États américains, par exemple, où la prévalence d'obésité la plus élevée, bien, sont également les États où on observe davantage de diabète de type 2, ce qui montre, encore une fois, le lien étroit entre ces deux physiopathologies-là. Donc, je vous parle de nos collègues américains. Comment ça se passe ici? Ben, on n'est pas tant mieux. Au Canada, on estime que 49% des Canadiens seront en situation d'obésité dans 11 ans, donc d'ici 2035. Et ce qui est encore plus impressionnant de constater, c'est vraiment l'augmentation annuelle de l'obésité qui se chiffre autour de 2,3% au Canada, donc ce qui est élevé comparativement au reste du monde. L'augmentation de l'obésité infantile annuelle est de 3,1%. Encore une fois, on est beaucoup plus élevé que le reste du monde. Et peut-être un chiffre encore plus impressionnant, c'est 2,9% de notre produit intérieur brut en fait, est impacté par le surpoids. J'ai mis une comparaison sur l'investissement de la recherche au Canada. Donc, c'est l'investissement de la recherche, tout domaine confondu. Ce n'est pas juste la recherche sur l'obésité, hein, c'est la recherche sur toutes les maladies et les technologies qu'on retrouve au Canada, ça représente environ 1,55% de notre produit intérieur brut. Donc, l'obésité, le surpoids coûte 2 fois plus que ce qu'on est prêt à investir en recherche au Canada. Donc, avec tout ça, j'espère vous avoir convaincu que l'obésité, ben, c'est une maladie importante, c'est une maladie qu'il faut qu'on prenne en charge, c'est une maladie qu'il faut qu'on prévienne. Et bien entendu, par définition, l'obésité, ben, c'est une maladie chronique complexe dans laquelle il va y avoir une accumulation excessive ou anormale de graisse corporelle qui va être nuisible à la santé. Et ce que je vais vous montrer dans les prochains instants, c'est à quel point cette maladie-là, elle est hétérogène, tant au niveau de sa cause, de son étiologie, mais également dans sa réponse au traitement. Puis c'est là que je pense que les circuits neurométaboliques sont importants à mieux investiguer dans une optique de mieux comprendre pourquoi les gens développent l'obésité, comment on peut traiter les gens avec l'obésité et pourquoi certaines personnes répondent mieux que d'autres à un traitement quelconque. Donc, au plan physiopathologique, l'obésité, c'est une maladie assez simple, mais également extrêmement complexe. Simple dans l'esprit que lorsqu'on regarde la balance énergétique, bien, il y a simplement deux variables. La
la quantité d'énergie qui entre et la quantité d'énergie qui ressort. Où que ça devient un peu plus complexe, l'obésité, ben, c'est que lorsqu'on regarde chacune de ces variables-là, elles sont composées là, de plusieurs choses importantes. Je vous amène quelques exemples ici. Lorsqu'on pense à la prise alimentaire, par exemple, ben, il faut penser aux aliments, les glucides, les lipides, les protéines, mais également au breuvage, le type de boisson qui est consommé, l'alcool qui est extrêmement riche en calories, la fréquence, la taille des repas, des collations, mais également l'absorption intestinale qui ne sera pas égale d'un individu à l'autre. Donc, pour une même quantité d'énergie consommée, il pourrait y avoir une absorption différente. Au niveau de la dépense énergétique, ben, c'est encore plus complexe. On pense souvent à dépense énergétique, ben, c'est aller faire du vélo, mais le vélo puis l'exercice physique d'une journée, ça représente un peu moins de 30 de notre dépense énergétique. La dépense énergétique, la grande partie de notre dépense énergétique, en fait, c'est notre métabolisme de base qui lui-même est dépendant de plusieurs facteurs, dont notre taille, notre masse musculaire, l'âge, le sexe, certaines hormones, notre température et la présence de maladies. Donc, c'est extrêmement difficile de dire qu'on peut contrôler l'ensemble de ces facteurs-là. Donc, il y a au moins un 70 à 80 de notre dépense énergétique là, dont on n'a aucun contrôle. Et on n'a aucun contrôle sur l'ensemble de ces facteurs-là puisque c'est notre cerveau qui va dicter si on a besoin de s'alimenter, qui va dicter l'activité métabolique de la plupart de nos organes également. Donc, ici, je vous amène quelques facteurs qui peuvent contribuer au déséquilibre énergétique. Donc, quelles sont les raisons d'être de l'obésité? Bien, il y en a autant que d'individus en situation d'obésité. Il existe des facteurs génétiques, bien entendu, hein. L'obésité monogénique ou syndromique qui sont associés à des mutations peuvent résulter en obésité. L'historique familial, on sait que les familles dans lesquelles il y a de l'obésité, bien, on peut l'avoir là, de génération en génération. Plusieurs facteurs endocriniens qui vont également influencer le poids corporel. L'hypothyroïdie, c'est un exemple de maladie où il peut y avoir de l'obésité associée. Mais la ménopause également est associée à une augmentation plus importante là, de la distribution des graisses et de l'obésité chez les femmes. Également plusieurs facteurs épigénétiques qui correspondent aux facteurs, l'environnement dans lequel le fœtus se développe. Le microbiote intestinal devient de plus en plus intéressant en termes de physiopathie de l'obésité parce qu'on reconnaît que certaines bactéries qui nous habitent vont plus ou moins contribuer soit à l'absorption des calories qu'on consomme, mais également au niveau de notre poids corporel. Le tissu adipeux qui s'accumule, qui devient hypoxique, pro-inflammatoire, peut également contribuer davantage au développement de l'obésité. Les maladies psychiatriques, par exemple, la dépression, la schizophrénie sont des maladies qui sont associées également à une prévalence augmentée de l'obésité. Les troubles alimentaires, dont l'hyperphagie boulimique, l'environnement dans lequel on vit, bien entendu, on vit dans un environnement où on est de moins en moins actif, beaucoup plus sédentaire, accès à des technologies qui nous gardent un peu moins actifs, mais également de la restauration rapide qui nous tient un peu plus loin des aliments un peu plus, disons, santé. L'hygiène de vie, hein, on est de plus en plus stressé, on dort de moins en moins et finalement plusieurs médicaments qui vont également être associés à un embonpoint. L'insuline est un exemple, les antidépresseurs, les antipsychotiques. Donc, vous comprendrez que les patients qui vivent avec des maladies psychiatriques qui sont déjà plus à risque de développer de l'obésité, ben, les médicaments qu'on leur donne vont encore davantage exacerber le problème. Donc, ce sont des choses auxquelles on doit réfléchir. Et finalement, bien entendu, tout ça peut culminer vers des altérations du contrôle des signaux de faim et de satiété. Et ben, je tiens à mentionner encore une fois que ce dernier facteur associé à un déséquilibre énergétique, ben, il émane essentiellement de notre cerveau, d'où l'importance de comprendre son rôle. Donc, j'aime bien présenter le cerveau sous forme des trois cerveaux de la balance énergétique. Tout d'abord, on a notre cerveau autonome. C'est notre cerveau inconscient. C'est celui qui vraiment va détecter nos réserves énergétiques et s'assurer qu'on mange quand on en a besoin. Donc, le cerveau autonome, il reçoit de l'information sensorielle, des signaux hormonaux, des signaux nutritionnels et finalement prend une décision de nous faire manger ou pas. En associé, on a le cerveau exécutif qui est vraiment celui qui reçoit les informations du cerveau autonome pour nous entraîner à prendre des décisions sur la consommation de nourriture. Et finalement, il y a le cerveau de la récompense, donc celui associé au désir, au plaisir. C'est vraiment celui qui établit les propriétés hédoniques, donc le sentiment agréable de manger des aliments, par exemple, salés, sucrés, plus gras. Donc, c'est ce qui va nous motiver, par exemple, à aller manger un dessert là, après avoir consommé suffisamment d'énergie pendant un repas. Donc aujourd'hui, donc j'ai seulement 40 minutes, je vais vous parler d'un seul des trois cerveaux, bien entendu, qui est celui sur lequel je m'intéresse le plus, qui est notre cerveau autonome, donc celui qui s'assure de nous garder dans un état physiologique
relativement stable, mais dans lequel il peut y avoir des altérations importantes. Finalement, un dernier point que je voulais aborder, c'était l'importance de l'obésité comme une maladie hétérogène dans la réponse au traitement. Puis ici, j'aurais pu vous prendre un exemple de diète ou de toutes sortes de molécules qui sont utilisées. Je vous ai pris l'exemple de la semaglutide ou du Wegovy ou encore de l'Ozempic, qui est un médicament qu'on sait très efficace. Mais encore une fois, quand on regarde la proportion de patients qui perdent du poids sur l'Ozempic ou le Wegovy, ben, on constate que, il y a des gens chez qui il y a des gens qui vont perdre beaucoup de poids. La plupart des individus vont perdre un 10-15 mais il y a quand même une fraction des personnes qui vont gagner du poids ou avoir à peu près pas d'effet lorsqu'ils vont prendre ces molécules-là. Puis je pense que c'est important de considérer que ces patients-là, si on était capable de prédire qu'ils n'allaient pas en fait bénéficier du traitement pharmacologique, ben, on n'aurait probablement pas initié un traitement chez ces patients-là. Donc, encore une fois, je pense que les circuits neurométaboliques sont responsables en beaucoup là, de comment les patients répondent à un traitement comme le semaglutide. D'ailleurs, il y a une étude là, de Mayo Clinic qui est sortie il y a 2-3 ans qui ont pris le temps en fait de phénotyper l'obésité, donc d'essayer de comprendre quelle est la raison d'être de l'obésité des patients. Et ils en sont arrivés avec 4 sous-phénotypes d'obésité, donc les individus chez qui il y avait un cerveau affamé ou un estomac affamé ou encore ceux qui mangeaient leurs émotions ou ceux qui avaient vraiment une dépense énergétique réduite. Ce qui est quand même intéressant, c'est que lorsqu'on prend le temps d'identifier la raison d'être de la pathologie, puis qu'on adapte un traitement, que ce soit pharmacologique ou nutritionnel adapté au phénotype d'obésité qui a été diagnostiqué, ben, on est capable d'augmenter près du double l'efficacité de l'intervention, ce qui démontre là, que c'est vraiment important de prendre le temps d'identifier la raison pour laquelle un individu est en situation d'obésité pour qu'il puisse bénéficier du mieux de la thérapie qu'on va lui inculper. Donc, en résumé, l'obésité, c'est une maladie chronique extrêmement hétérogène au plan étiologique. C'est également extrêmement hétérogène dans la réponse aux interventions qu'on fait pour la perte de poids. On en sait très peu sur les prédicteurs de réponse aux interventions anti-obésité. Et une question qui habite mon laboratoire, c'est vraiment d'être capable d'expliquer l'hétérogénéité au plan biologique. Et on pense que les circuits neurométaboliques, ben, c'est eux qui vont être responsables de l'explication là, au plan biologique. Donc, je vous amène un peu en arrière, il y a quelques années de ça, déjà près de 75 ans. George David Snell, qui était un chercheur chez Jackson Lab aux États-Unis, avait observé soudainement dans la colonie qu'il y avait une souris qui était devenue extrêmement obèse. Donc, une souris qu'il a appelée la souris OB ou la souris obèse, étant donné son phénotype. Donc, une souris extrêmement obèse qui a apparu soudainement suite à potentiellement une mutation là, qui est arrivée dans la colonie. 1966, une observation assez similaire par Doug Coleman, qui est un Canadien qui était également chez Jackson Lab. Il observe une souris dans la colonie de Jackson qui est extrêmement obèse, mais qui est également extrêmement diabétique. Il décide de l'appeler Diabetes DB, donc une souris OB, obèse, une souris DB, diabétique. Et Coleman décide de faire une expérience qui, à mon avis, en fait, c'est vraiment l'expérience, quand je l'ai vue la première fois, qui m'a amené à vouloir m'intéresser à faire de la recherche. Puis je trouve que c'est encore à ce jour la meilleure démonstration de comment une simple expérience bien définie nous permet d'amener des grandes idées. Donc, ce qu'il a fait, Coleman, c'est une expérience de parabiose où il a tout simplement connecté les deux souris ensemble, donc connecter les systèmes circulatoires des deux animaux. Donc, la souris OB, lorsqu'on la met avec une souris mince, ce qu'il a observé, c'est que la souris OB perdait du poids, alors que la souris mince n'avait aucun changement. Lorsqu'il a fait la même chose avec la souris DB et une souris mince, ce qu'il a observé, c'est que la souris DB, diabetes, devenait encore plus grosse, alors que la souris maigre, en fait, cessait de s'alimenter jusqu'à mourir de faim. Et quand il a fait la même chose, mais en mettant une souris DB avec une souris OB, ce qu'il a pu observer, c'est que la souris DB devenait encore plus grosse et que la souris OB cessait de s'alimenter jusqu'à en mourir. Et à partir de cette expérience-là, relativement simple, Coleman a pu conclure qu'OB devait coder pour un facteur de satiété qu'on pouvait retrouver en circulation, alors que DB devait coder pour le récepteur de ce facteur de satiété. Et c'est ce qui a mené en 94 et en 96 au clonage de la leptine et de son récepteur. La découverte de la leptine, c'est vraiment ce qui a changé, je dirais, la recherche sur l'obésité. Hein. On est presque 30 ans jour à jour. Donc, 1er décembre 1994, la publication de l'identification du gène codant pour
du gène codant la leptine. C'est vraiment ce qui a résulté en ce qu'on appelle l'ère moléculaire de la recherche sur l'obésité. C'est à partir de ce moment-là qu'on a pu apprécier que non seulement le tissu adipeux, mais ce n'était pas juste une réserve de graisse. Ça avait la capacité de produire des hormones et ces hormones-là avaient la capacité d'informer quelque part dans notre corps du statut nutritionnel et potentiellement d'influencer notre prise alimentaire. Puis vous voyez ici, depuis la découverte en 1994, il y a eu près de 60 000 publications en lien avec la leptine, donc beaucoup, beaucoup d'engouement à essayer de comprendre son rôle. Ben ici, j'ai simplement mis quelques-uns de nos travaux sur la leptine que je vais aborder là, grossièrement aujourd'hui. Sans aller trop dans les détails, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour améliorer notre compréhension de la façon dont la leptine fonctionne, mais c'est vrai pour toutes les hormones. Donc, même si c'est une hormone qu'on connaît depuis 30 ans, même s'il y a eu 60 000 articles à son sujet, je pense qu'il y a encore beaucoup à découvrir à son propos. Donc, la leptine, pourquoi c'est important? Ben, c'est pas juste important chez la souris. C'est pas juste, on fait pas juste des grosses souris lorsqu'on manque de leptine ou de récepteurs de la leptine. Chez l'humain, il existe des patients qui ont des déficiences congénitales en leptine. Donc, c'est un phénotype qui va être associé à une obésité sévère, de l'hyperphagie, l'hyperinsulinémie, mais également des retards dans la puberté et dans le développement du le système de l'immunité. Puis ici, je vous montre un exemple d'un petit garçon de 3 ans, 40 kilos. On lui a diagnostiqué une mutation dans la leptine. On lui a tout simplement administré de la leptine pendant quelques années. Et vous le voyez, 3 ans plus tard, 10 kilos de moins qu'il faisait à 3 ans. Donc, on a réussi à soigner son obésité simplement en ramenant la leptine chez cet individu. Comment ça fonctionne la leptine? Ben, il y a eu plusieurs études qui ont pu démontrer que la leptine, finalement, sa fonction principale et son site d'action, c'était le cerveau. Ici, je vous montre une étude de 96 où ils ont en fait injecté de la leptine radioactive chez un animal et ont été voir où était accumulée la radioactivité. Puis ce qu'on peut observer, c'est que c'est principalement dans une région du cerveau qu'on appelle l'hypothalamus, donc une petite région que chez l'humain représente à peine 3 cm3. Nous, dans notre laboratoire, on a pu démontrer, puis il y a plusieurs laboratoires qui l'ont fait également, que cette région du cerveau-là, qui est l'hypothalamus, contient un grand nombre de récepteurs à la leptine. Vous les voyez ici, chaque petit point blanc correspond à un récepteur. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'il y en a dans l'ensemble de l'hypothalamus. Je pense que vous pouvez constater qu'il y a une dispersion particulière là, qui va en fait s'accumuler dans certains noyaux hypothalamiques importants. Et un de ces noyaux-là qui nous intéresse beaucoup, c'est le noyau arqué. Donc, vous le voyez ici en rouge, tout petit noyau au sein de cette toute petite région. C'est le centre de régulation du poids corporel. C'est là qu'il va y avoir intégration d'hormones comme la leptine, comme le GLP-1 que je vais aborder également aujourd'hui. Et c'est dans ce noyau arqué qu'on va retrouver le système leptine-mélanocortine. Donc, le système leptine-mélanocortine, c'est quoi? Ben, c'est le système par lequel la leptine influence notre prise alimentaire, influence notre poids corporel. Donc, en guise de rappel, la leptine, ben, c'est une hormone produite par notre tissu adipeux en proportion plus ou moins égale à la quantité de graisse qu'on a. Donc, plus on a de la graisse, plus on produit de la leptine. Plus on a de la leptine, plus on informe notre cerveau de la présence de graisse en périphérie. Donc, plus on va réduire l'intérêt de manger. Comment la leptine fonctionne, c'est qu'elle va activer ces neurones à propionélanocortine, donc POMC, qu'on retrouve dans le noyau arqué de l'hypothalamus. C'est des neurones qu'on dit anorexigènes, donc coupe-faim, qui, lorsqu'ils sont activés par la leptine, vont venir réduire l'appétit. Puis ici, c'est un exemple de mesure d'activité électrique d'un neurone POMC qu'on a réalisé dans le laboratoire en collaboration avec Nathalie Michael, où vous pouvez voir un neurone qui est complètement silencieux. Et à partir du moment qu'on ajoute la leptine, mais après 1 ou 2 minutes, il commence à être activé, donc il envoie des potentiels d'action. Chacune de ces petites barres-là que vous voyez, ben, c'est le neurone qui envoie un potentiel d'action. Donc, ça démontre bien que la leptine, ça active les neurones anorexigènes, ça active des neurones qui sont impliqués dans la réduction de l'appétit. Maintenant, les neurones POMC, ben, c'est également important chez l'humain. Vous voyez ici 2 exemples de deux enfants qui ont des mutations dans le gène de la POMC. Et dans les 2 cas, vous pouvez apprécier qu'ils sont, dès l'âge de 36 mois ou en fait de 3 ans, sont beaucoup plus, en fait, très, très à l'écart du 97-98e percentile qu'on associerait au poids des enfants, donc dans une situation d'obésité sévère. C'est vrai également chez nos animaux de compagnie. Les labradors en particulier, les golden retrievers,
On a découvert récemment qu'ils ont souvent des mutations dans le gène de la POMC. C'est ce qui les rend plus motivés à la prise à la nourriture, donc plus facile à éduquer, plus facile à faire des tours. On aime ça, les humains, quand nos animaux nous écoutent facilement. Ben, quand on a un animal qui est motivé pour la nourriture, c'est encore mieux parce il va faire plein de tours qu'on va lui forcer de faire. Et bon, c'est associé à une augmentation de l'adiposité, donc de l'obésité chez le labrador également. Donc, comment ça marche ce système mélanocortine-là? Lorsque le neurone POMC il est activé par la leptine, il va produire une hormone qu'on appelle l'alpha-MSH, donc l'alpha-melanocyte stimulating hormone, qui, elle, va venir lier son récepteur, le récepteur au mélanocortine 4, qui est le récepteur responsable des effets anorexigènes, donc de la réduction de l'appétit. Ici, je vous montre des exemples de travaux qu'on a réalisés un peu plus tôt en 2017 où on a invalidé la capacité des neurones POMC à produire de l'alpha-MSH. Et ce qu'on constate dans l'image, ben, c'est que c'est des souris qui vont développer de l'obésité. Ce que vous voyez dans l'image de droite, c'est en fait la graisse qui est marquée en orange. Donc, plus vous voyez du orange, plus qu'il y a de la graisse. Je pense que c'est facilement discernable de voir que l'absence d'alpha-MSH mène à une obésité, une accumulation excessive de graisse. Chez l'humain également, les déficits en MC4 ont été associés à l'obésité massive. Vous voyez ici un garçon de 9 ans à gauche qui a une mutation. Donc, en fait, c'est un homozygote pour la mutation MC4 et son frère de 16 ans à droite qui n'a pas la mutation. Donc, vous pouvez voir que au sein d'une même famille, un individu qui a une mutation MC4 va développer de l'obésité très rapidement dans sa vie comparativement peut-être aux individus de sa famille qui sont normaux. Heureusement pour ces patients-là, il existe maintenant des molécules qui permettent de traiter les obésités monogéniques. Je vous parle ici de la 7-mélanotide, qui est une molécule qui va mimer l'action d'alpha-MSH, donc qui va venir activer le récepteur MC4R. Et je vous ai mis un exemple ici d'un patient qui a reçu le 7-mélanotide et qui avait une mutation dans POMC. Et ce qu'on observe, c'est que ce patient-là, après 70 semaines de traitement, il va avoir une réduction assez importante de son poids, près de 150 livres là, sur 72 semaines, c'est quand même important. Puis j'attire votre attention sur l'échelle en bleu. Donc, c'est l'échelle de faim. Donc, sur une échelle de 0 à 10, cet individu-là était toujours dans un état de faim extrême, donc autour de 9. Dès qu'on a initié le traitement, vous pouvez constater qu'il y avait presque plus d'appétit. On était en dessous de 1. Et dès qu'il y a eu retrait de la drogue pour 1 ou 2 semaines, vous voyez que son appétit est revenu autour de 7. Donc, ça démontre bien que ces molécules-là, ce système mélanocortine-là, il est critique pour le contrôle de la prise alimentaire et donc le poids corporel. Mais les obésités monogéniques, bien entendu, c'est des mutations assez rares. Il n'y en a pas beaucoup dans la population. On parle de 2 à 5 des obésités sévères qui sont associées à des mutations. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que de cibler les neurones POMC dans des conditions d'obésité peut-être plus communes, ça fonctionne également. Donc, ici, j'amène un niveau additionnel de complexité au système. Donc, je vous ai déjà dit, les neurones POMC, lorsqu'ils sont activés, vont produire une hormone, l'alpha-MSH, qui lie son récepteur, le MC4R, pour réduire l'appétit. Si ça fonctionnait comme ça, je pense qu'on aurait des problèmes au plan évolutif parce que dès que nos neurones POMC seraient activés, ben, on n'aurait plus jamais faim. Donc, il y a des systèmes de boucles qui ont été développés, des boucles en fait qui permettent, lorsque nos neurones POMC sont activés, de rapidement devenir désactivés. Donc, une de ces boucles-là, c'est la production de bêta-endorphine par les neurones POMC qui va venir essentiellement agir comme un break, comme un frein sur l'activation du neurone. Donc, dès que le neurone s'active, il va y avoir production d'alpha-MSH, réduction de l'appétit, et immédiatement une boucle de rétrocontrôle qui va venir réduire l'activité du neurone POMC pour s'assurer que notre appétit revient éventuellement. Il existe des molécules qui vont cibler exactement ce système-là. On parle ici du Contrave, qui est une combinaison de naltrexone, bupropion qu'on retrouve sur le marché. Comment fonctionne la molécule? Ben, le bupropion active nos neurones POMC. Et en parallèle, le naltrexone vient prévenir cette boucle de rétrocontrôle, ce qui fait en sorte qu'on peut activer nos neurones POMC de manière efficace et réduire l'appétit de manière efficace également. Donc, si je vous montre simplement une démonstration que le naltrexone seul, ça n'a à peu près pas d'effet. Le bupropion seul, on parle de peut-être 4 de perte de poids. Mais lorsqu'on combine les deux molécules, donc on a une activation soutenue des neurones POMC, ben on arrive à avoir une perte de poids de l'ordre de 10 Vous me direz 10 c'est pas beaucoup, mais c'est suffisant. On n'a pas besoin de perdre beaucoup de poids pour avoir des améliorations métaboliques, même qu'on n'a peut-être pas besoin de perdre de poids du tout. Simplement, une réorganisation des graisses peut être suffisant à avoir des améliorations métaboliques importantes. Donc, une perte de poids de l'ordre de 10 on est quand même dans un range où on va prévenir le diabète
réduire la glycémie, améliorer la forme physique, prévenir l'apnée du sommeil, etc. Une autre hormone que je veux aborder aujourd'hui, avant de vous parler un peu plus de nos travaux, en fait, je vous en ai déjà saupoudré un peu, là, mais je vais vous présenter un projet plus particulier en lien avec le GLP-1. Ben, c'est le GLP-1, c'est une hormone qui est produite par notre intestin en réponse à un repas. Sa fonction principale, comme vous le savez, ben, c'est un effet incrétine, donc va augmenter la sécrétion d'insuline. Va également avoir des effets au niveau gastrique sur la réduction de la motilité. Mais au niveau central, puis c'est ce qui nous intéresse, le GLP-1 va augmenter le sentiment de satiété, réduire l'appétit. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un intérêt à développer des analogues du GLP-1, donc des agonistes du récepteur du GLP-1 pour le traitement à la fois du diabète et de l'obésité. Donc, je vous présente ici quelques molécules. Vous avez tout à gauche le GLP-1 qui est la molécule native, qui a une demi-vie assez restreinte de 1,5 à 5 minutes, étant donné qu'elle va être rapidement dégradée en circulation, rapidement éliminée au niveau des reins. Ce qu'on a fait pour le liraglutide, vendu sous le nom de Victoza, et le sémaglutide qu'on reconnaît sous le nom d'Ozempic, Rybelsus et Wegovy, c'est qu'on a modifié la chaîne d'acides aminés pour la rendre moins dégradable, pour la rendre meilleure pour se lier à l'albumine et pour la rendre moins facilement excrétable. Donc, de sorte que maintenant qu'on avait une demi-vie de 2-3 minutes, on passe à 12 heures puis à 7 jours, d'où l'injection une fois par jour pour le Victoza et une fois par semaine pour l'Ozempic, le Rybelsus. Pardon, le Wegovy. Donc, les analogues du GLP-1, on a quand même une expérience clinique importante. Ça fait plus de 20 ans que c'est sur le marché avec le Byetta, l'exenatide, qui avait été approuvé en 2005 aux États-Unis. Donc, il y a eu plusieurs molécules approuvées au cours du temps. Donc, je pense que l'expérience clinique, elle est là. Elle était là bien avant que nos experts TikTok nous parlent d'Ozempic. Donc, souvent, on me dit, ben, qu'est-ce que ça a comme effet secondaire, ces drogues-là? On vient tout juste de les débuter. Ben, c'est pas vrai. Ça fait 20 ans qu'on les voit sur le marché. On sait qu'il y a des effets secondaires associés et on sait également que ça fonctionne. Donc, ici, je vous présente un exemple du sémaglutide sur un suivi 4 ans. On voit l'efficacité est quand même bien présente, autour de 10 Ce que je voulais vous amener ici, c'est surtout vous faire apprécier le mécanisme d'action du sémaglutide qu'on ignore un peu toujours. Ici, je vous présente dans la vidéo un cerveau de souris dans lequel on a injecté une version radioactive de sémaglutide. Et ce qu'on constate, c'est une accumulation principalement au niveau de l'hypothalamus, donc cette région de 3 cm3 que je vous présentais un peu plus tôt, mais également au niveau du tronc cérébral. Donc aujourd'hui, je vais principalement axer la présentation sur l'hypothalamus. Donc, comment ça fonctionne le GLP-1? Ben, je vous ramène à nos fameux neurones à propiomélaноcortine. Donc, le GLP-1, ça a été montré pour activer les neurones POMC, réduire l'appétit. Ici, je vous présente encore une fois un enregistrement électrophysiologique qui provient d'un collaborateur au Texas qui a montré que lorsqu'on mesure l'activité électrique d'un neurone POMC et qu'on lui ajoute du GLP-1, on voit qu'il va rapidement se mettre à avoir des potentiels d'action. Donc, c'est un neurone qui devient actif. Maintenant, les neurones POMC, tant pour la leptine que le GLP-1, je pense que c'est seulement la pointe du iceberg. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre cerveau, c'est pas juste un système à un neurone. Il y a plusieurs neurones qui se communiquent entre eux. C'est un circuit qu'on dit neurométabolique extrêmement complexe dans lequel il y a plusieurs neurones qui parlent un à l'autre, mais également plusieurs convergences de signaux qui vont arriver à des endroits particuliers. Et c'est là, je pense que la recherche devient de plus en plus importante pour essayer de comprendre quels sont justement ces circuits-là qui permettent à des hormones comme la leptine, comme le GLP-1, d'agir ultimement sur un neurone POMC, mais aussi sur d'autres neurones qui pourraient contrôler notre appétit et notre dépense énergétique. Donc, ici, lorsqu'on pense à la leptine, le GLP-1, ben, je vous ai montré déjà quelques évidences que les neurones POMC sont activés en réponse à ces molécules-là. La question, c'est est-ce que c'est vraiment des effets directs de ces hormones-là sur les neurones POMC? Ça pourrait être, par exemple, un neurone présynaptique, donc un neurone qui parle au neurone POMC, qui reçoit l'information pour ensuite contrôler l'activité du neurone. Ce même neurone-là pourrait lui-même contrôler l'appétit indépendamment de POMC. Et encore une fois, ce même neurone-là pourrait être lui-même sous le contrôle d'un neurone encore plus supérieur qui pourrait contrôler son activité. Donc, quand on parle de circuit neurométabolique complexe, c'est ce que je veux dire, c'est que oui, à la fin, on voit des changements sur le neurone POMC, mais d'où viennent ces changements-là, puis comment ils sont exécutés, puis comment ils sont altérés dans un contexte d'obésité, puis surtout de manière individualisée, comment est-ce que ça pourrait expliquer peut-être l'hétérogénéité dans l'obésité, puis dans la réponse au traitement, ben, c'est là qu'on essaie de comprendre la nature des choses. Je vous présente maintenant une nouvelle population de neurones qu'on a récemment identifiée dans le laboratoire qui s'appelle les neurones CRAB-BP1. Donc, ce sont des neurones qu'on a démontrés comme étant des cibles du GLP-1, des cibles de la leptine, donc qui expriment
beaucoup de récepteurs GLP-1, un peu moins de récepteurs de leptine, mais quand même pour avoir un potentiel à médier les effets de ces deux hormones métaboliques-là. Ce qu'on a pu démontrer, c'est que c'était des neurones qui étaient sensibles à l'état nutritionnel et qui pourraient en fait moduler l'activité des neurones POMC. Donc, je pense que ça vient de préciser un peu ce puzzle neurométabolique-là, mais il y a encore beaucoup à faire. Je vais vous présenter quelques-unes de ces données-là dans les prochaines diapos. Donc, euh, en fait, les travaux que je vous présente, c'est des travaux qui ont été menés principalement par Olivier Lavoie, un étudiant qui était alors à la maîtrise, maintenant au doctorat dans mon laboratoire, en collaboration avec Audrey Turmel et d'autres stagiaires du laboratoire et le laboratoire du docteur Nathalie Michael. Ce qu'on a pu démontrer, en fait, c'est que les neurones CRAB-BP1, on les retrouve dans le noyau arqué de l'hypothalamus, donc dans cette région clé du contrôle de la prise alimentaire. Comme vous voyez ici, les neurones CRAB-BP1 en mauve, les neurones POMC en vert, vous pouvez constater qu'ils sont complètement distincts. Donc, c'est vraiment une population indépendante. Maintenant, ce qui reste à démontrer, c'est leur capacité à contrôler l'activité des neurones POMC. Puis ici, je vous présente simplement une portion de l'article. Si vous êtes intéressé, la référence est en bas ici, où on a pu démontrer qu'à peu près le tiers des neurones CRAB-BP1 expriment le récepteur du GLP1. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde l'activité globale des neurones CRAB-BP1, bien, ce qu'on observe, c'est que la prise d'un repas est suffisante à réduire leur activité. Et lorsqu'on donne du liraglutide, donc un analogue du GLP-1 à des animaux qui sont à jeun, on est capable de mimer l'effet d'une prise alimentaire chez des animaux à jeun, ce qui démontre que potentiellement les agonistes GLP-1 viennent faire croire aux neurones CRAB-BP1 qu'il y a eu ingestion de repas, ce qui pourrait éventuellement mener aux effets bénéfiques qu'on observe avec la prise de cette médication-là. Bon, ces travaux-là ont permis, ont eu quand même une portée médiatique importante. On a eu beaucoup de gens qui ont eu, étant donné la frénésie d'Ozempic, je pense que tout le monde a saisi l'opportunité pour en parler. Ce qu'il faut retenir, c'est que les médicaments qu'on trouve sur le marché, ils sont efficaces, mais leur mécanisme d'action est toujours un peu moins connu. Et je pense que depuis qu'on a publié l'article en avril, il y a eu déjà 5 ou 6 autres articles qui ont identifié d'autres mécanismes d'action. Donc, je pense qu'on commence juste à gratter la surface là, de la fonction des mécanismes impliqués dans les effets de perte de poids de l'Ozempic. Parfait. J'avais promis à Benoît de rester dans les 40 minutes, donc il m'en reste pour 3 4 minutes. Donc, je termine avec quelques considérations importantes. Une première, c'est que l'obésité, ben, c'est une maladie chronique. Qui dit maladie chronique dit traitement à long terme. Donc, ici, un exemple d'étude où on a cessé la prise de sémaglutide à la semaine 20, puis vous pouvez constater que les gens sur placebo ben, regagnent du poids. Donc, c'est important de se rappeler que tout comme l'hypertension, lorsqu'un patient entreprend un régime avec un antihypertenseur, ben, on n'arrête pas sa médication lorsque sa pression artérielle est à 120 sur 80. Même chose pour l'obésité. Je pense qu'il faut apprécier que toute maladie chronique nécessite un traitement relativement chronique. Et pourquoi? Ben, c'est parce qu'aujourd'hui, je vous ai parlé de GLP-1 puis de leptine, mais il y a plein d'autres hormones qui vont influencer notre cerveau. Notre corps, notre cerveau vont s'adapter à une perte de poids. Et les adaptations métaboliques qu'on observe, ben, c'est entre autres une réduction de la leptine, donc de cette hormone anorexigène que je vous parlais, une augmentation de la gréline, que je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais qui est une hormone qui normalement augmente notre appétit. Donc, vous comprendrez que lorsqu'on perd du poids et qu'on vient rebalancer nos signaux de faim et d'appétit, notre cerveau va se mettre dans un état où il va favoriser encore plus notre prise alimentaire, réduire notre dépense énergétique et augmenter notre capacité de stockage. Et je vous ai amené un exemple ici The Biggest Loser. C'est une étude qui avait été faite par le NIH en 2016 où ils ont suivi les personnes qui avaient fait, je pense que c'était 14 ou 16 patients qui avaient fait Keep-Ergang. Puis vous voyez ici leur poids au baseline. C'est des patients qui avaient quand même perdu beaucoup de poids. Là. On parle d'autour de 60 kilos en 30 semaines. La plupart ont à peu près tout repris après 6 ans. Mais ce qui est assez impressionnant, à mon avis, c'est de voir la dépense énergétique de ces patients-là qui était à 5,6 kilocalories par kilo par jour, qui est monté à 10. Donc, c'est des patients, des personnes pardon, qui ont doublé leur activité physique. Ils ont gardé cette activité physique-là doublée après 6 ans. Et malgré tout, vous pouvez voir que leur dépense énergétique de base, elle a chuté de 800 kilocalories par jour. Donc, il y a eu des adaptations métaboliques assez importantes. Donc, je pense que ça démontre très bien que lorsqu'on perd du poids, notre cerveau se réadapte, notre corps se réadapte, puis c'est extrêmement dur de combattre cette perte de poids. Le système mélanocortine, en résumé, ben, c'est un système que je vous ai montré relativement simple aujourd'hui avec les neurones POMC. C'est un système qui est encore plus complexe qu'on s'imaginait. Si ça vous intéresse d'en savoir davantage, je vous invite à lire cette revue-là qu'on a publiée l'an dernier où on a vraiment pris le temps de
d'élucider chacune des populations, des sous-populations qu'on retrouve dans l'hypothalamus. Finalement, le cerveau, ben, c'est une cible importante des médicaments anti-obésité. Aujourd'hui, je vous ai parlé de sémaglutide, je vous ai parlé de bupropion et ben, de Contrave, puis de leurs effets sur les neurones POMC, mais vous pouvez constater qu'il y a plusieurs noyaux qui vont être la cible de plusieurs médicaments. Et non seulement le cerveau autonome va être une cible, mais également le cerveau hédonique et potentiellement notre cerveau exécutif. Donc, tout ça nous amène à proposer que l'obésité, ben, c'est une maladie du cerveau, c'est une maladie de neurotransmission. C'est important de comprendre les circuits impliqués derrière le gain de poids. C'est important de comprendre pourquoi certains individus répondent bien ou moins bien à un traitement. Puis je pense qu'ici, dans cet article-là, on faisait une bonne comparaison des médicaments qui induisent une perte de poids, qui vont avoir des voies relativement communes aux médications qui induisent un gain de poids, comme les antipsychotiques atypiques. Donc, en terminant, l'obésité, c'est une maladie chronique extrêmement hétérogène au plan étiologique. En fait, c'est également très hétérogène dans la réponse aux interventions, mais on en sait très peu sur les prédicteurs d'intervention anti-obésité. Je pense vraiment que les circuits neurométaboliques qui influencent le poids corporel tiennent la solution biologique là, à cette hétérogénéité là, qu'on n'arrive toujours pas à expliquer. Donc, en conclusion, j'espère que vous avez pu mieux comprendre l'importance du cerveau dans la physiopatho puis le traitement de l'obésité, que maintenant vous connaissez mieux les circuits neurométaboliques impliqués dans le contrôle de l'appétit, principalement ceux qui lient la leptine et le GLP-1. Puis j'espère surtout vous avoir fait apprécier l'importance de la recherche fondamentale en obésité. Donc, sur ce, je remercie toute mon équipe. Donc, tous les travaux que je vous présente aujourd'hui, ben, c'est eux qui les font et les organismes subventionnaires.